On va commencer, si vous le voulez bien, par ce show de Donald Trump. C'était il y a quelques instants. On l'a vécu en direct pour les téléspectateurs de CNews. Et je vais l'expliquer pour les auditeurs d'Europe 1. Il y a eu une très longue conférence de presse de 45 minutes. On va y revenir avec des admonestations, des interpellations. Quel journaliste lui plaît, quel journaliste lui plaît pas, quel média. Incroyable la façon dont il a mis en cause les médias, notamment américains, CNN et le New York Times. On va y revenir dans un instant. Mais d'abord, évidemment, il y a la façon dont il a réussi à faire plier les alliés de l'OTAN sur le fait qu'ils doivent payer plus. Parce que s'ils ne payent pas, ils ne seront pas protégés par le parapluie américain. Explication Mathieu Devez. C'est un sommet qualifié de succès monumental pour les États-Unis par le président américain. Les pays membres de l'OTAN s'engagent à investir 5% de leur PIB en faveur de la défense et de la sécurité d'ici à 2035. Donald Trump salue un engagement historique. C'est une grande victoire pour l'Europe et la civilisation occidentale. L'Europe doit désormais assumer davantage de responsabilités en matière de sécurité afin d'éviter des catastrophes, comme par exemple la situation désastreuse entre la Russie et l'Ukraine. Mais selon Emmanuel Macron, l'effort collectif des Européens en matière de défense impose la paix commerciale avec les États-Unis, c'est-à-dire baisser les barrières tarifaires qui existent ou qui ont été renforcées. On ne peut pas entre alliés dire il faut dépenser plus, nous dire on va dépenser plus, et au sein de l'OTAN se faire la guerre commerciale. C'est une aberration. Si certains pays européens préviennent que l'objectif de 5% du PIB consacré à la défense sera difficile à atteindre, le Premier ministre espagnol le juge même déraisonnable. Si nous acceptons ce qui a été proposé, l'Espagne devrait dépenser d'ici 2035 plus de 300 milliards d'euros. D'où proviennent ces ressources? De plus d'impôts pour les citoyens? De coupes dans les systèmes d'éducation, de santé et de retraite? Donald Trump répond que l'économie de l'Espagne pourrait être complètement détruite, alors que l'Union européenne négocie avec les États-Unis pour éviter des taxes douanières. C'est intéressant, Gauthier Lebret, ce qu'a dit le Premier ministre espagnol. Où on va trouver l'argent, en fait? Et encore, ils se sont fait admonester par les Espagnols, par Donald Trump, de façon extrêmement véhémente. Oui, mais il va leur tordre évidemment le bras. Il faut ils les a menacés de rétorsion, voilà, les 5% du PIB dans leur défense. Ils s'y sont engagés lors de cette réunion, mais après, chacun vient dire c'est pas possible, je vais pas pouvoir le faire. Alors, c'est comme la séquence est quand même un triomphe pour Donald Trump, pour refaire un peu le film. C'est-à-dire que il pilonne les infrastructures iraniennes, il obtient un cessez-le-feu 48 heures plus tard, alors que 48 heures plus tôt, ces bombardiers étaient au-dessus de l'Iran, dans l'espace aérien iranien. Donc ce cessez-le-feu qu'il obtient au forceps des Iraniens et des Israéliens, pas respecté au début par les Iraniens, début de réplique de la part d'Israël, puis il engueule même, passez-moi l'expression, le gouvernement israélien et Benyamin Netanyahou qui rappelle ses avions et qui arrête sa réplique. C'est quand même hallucinant la rapidité avec laquelle il est allé. Et puis évidemment, l'OTAN en tendant le bras des alliés pour obtenir ces 5% du PIB. Vous disiez, il a attaqué le New York Times et CNN. C'est normal. Je le dis juste pourquoi. Parce que c'est le New York Times et le CNN qui ont fait fuiter ce rapport qui explique que le programme nucléaire iranien n'a pas été totalement détruit, loin s'en faut, mais qu'il a été retardé seulement de quelques semaines. Fake news, répond Donald Trump, parce qu'évidemment, ça vient écorner un peu le triomphe. Si les bombardiers américains n'ont pas permis de réduire en cendres le programme nucléaire iranien, mais de le reculer, non pas de quelques années, mais de quelques semaines, évidemment, c'est pas une grande réussite. Et là aussi, pour que le triomphe soit total, c'est évidemment ce cessez-le-feu entre Ukrainiens et Russes qu'il essaye d'obtenir, mais que Vladimir Poutine ne veut pas lui concéder. Un triomphe romain pour vous aussi, Pierre Vermeuren, pour le président Trump qui a fait feu de tout bois. Il y avait pas... On va voir comment il s'adresse aux journalistes et on va voir qu'on en est très très loin en France, et tant mieux. Je pense qu'il est reparti très content dans son avion, puisque il a pu engueuler les journalistes qui avaient fait fuiter le rapport dont on vient de parler. Il a obtenu la demande, vous avez dit, du Pakistan d'une nomination pour le prix Nobel de la paix. Il a été appelé papa, vous avez dit, par Mark Rutte. C'est ça. Et en plus, il semble avoir obtenu les 5%. Donc, comme il est très narcissique, bon, il s'exprime sans filtre, on s'en est rendu compte depuis le temps. Ben, je pense qu'il est reparti heureux. C'est totalement surréaliste. Ça heurte totalement la vieille diplomatie européenne qui est bousculée dans tous les sens. Maintenant, je ne sais pas comment les Européens sur le fond vont faire, mais voilà, il est reparti avec des certitudes. Il a obtenu apparemment ce qu'il voulait, et puis on verra plus tard. C'est un engagement. Je prends le jaune sur effectivement ce show de Donald Trump, sur
la façon dont il bouscule tous les codes, tout ce que nous, Européens, on pense être établi, il balaye ça d'un revers de la main en réalité. Mais sincèrement, moi je pense que ça pourrait nous être bénéfique si on en tirait des conclusions, parce que la vérité c'est que qu'est-ce qui marche sur le plan de la diplomatie européenne, qu'est-ce qui marche aujourd'hui par exemple on parle en ce moment de 2 conflits majeurs qui sont Israël-Gaza, Israël-Iran et l'Ukraine et la Russie. Qu'est-ce qu'on a fait de positif, d'utile, d'intelligent, pour faire avancer, enfin pour aller vers une résolution de ces conflits. Trump, il réussit pas tout ce qu'il fait, mais au moins il essaye avec c'est tonitruant, ça nous bouscule, mais en réalité, je trouve que c'est plus efficace, ou en tout cas, ça donne l'impression que ça peut avoir plus. Alors c'est la première puissance militaire du monde, vous allez me dire c'est plus facile, mais même en matière diplomatique, même la séquence que vous venez de raconter, je suis désolé de dire que sincèrement, je préfère cette méthode-là aux atermoiements, à cette espèce de fanatisme de la diplomatie qui ne fonctionne pas, vous savez, on va négocier secrètement et vous allez voir, on va faire bouger un demi-paragraphe. Oui, on l'a vu pour Boualem Sansal, ça marche très très bien. Ça ne marche évidemment que quand on a la première armée du monde qui représente 70% du budget de l'OTAN. C'est ça. Parce que n'importe personne d'autre ne peut faire ça. Combien d'ogives nucléaires ils ont, les Américains? Non, mais c'est notre sommeil, moi, qui m'inquiète en réalité. Des milliers, bien sûr. Avec l'Algérie, vous n'avez pas besoin d'avoir la plus grande armée du monde pour engager un rapport de force. On parlait de Boualem Sansal, les réquisitions viennent de demander 10 ans pour l'écrivain français otage depuis de nombreuses semaine du régime algérien, on pourrait se faire un peu respecter en tapant du poing sur la table. Mais on n'est pas crédible à l'intérieur de notre pays. Quand ça se passe mal et qu'on dit on va annuler une parade lors de la finale de la Ligue des Champions, si ça se passe mal, il y a 2 morts et il y a la finale de la Ligue des Champions, vous n'êtes pas crédible. Donc quand vous n'êtes pas crédible chez vous, vous n'êtes pas crédible non plus à l'extérieur. Et évidemment, on n'a rien à voir avec la méthode Trump. Et je voulais juste mettre un peu de nuance à ce que j'ai dit tout à l'heure sur le triomphe de Trump. Il y a quand même... C'est nouveau. Ça vous arrive rarement. Vaut mieux tard que jamais. On peut terminer par s'y mettre. C'est pour le peuple iranien. Parce que le peuple iranien, et en recevant énormément de Français de la diaspora iranienne, se sent quand même une nouvelle fois abandonné à ce régime barbare. Et ils avaient vraiment l'espérance que le président américain fasse tomber le régime. Et il ne le fera pas, on l'a bien compris. Benjamin Netanyahou ne le fera pas non plus tant qu'il n'aura pas l'autorisation de Donald Trump. On sait que Donald Trump lui a déconseillé de le faire lors de la première salve de missiles qui sont tombés sur l'Iran. Donc je pense aussi au peuple iranien qui souffre sous le joug de ses bouchers. Noémie, un tout petit mot, puis on écoute à nouveau Donald Trump. Vous avez vu ce matin, il y a eu 700 arrestations d'Iraniens qui sont soupçonnés d'avoir travaillé avec Israël. Donc évidemment, la répression va être d'autant plus violente. Vous avez raison de le rappeler. Maintenant, pour Donald Trump, c'est vrai qu'il vient nous rappeler que la diplomatie, c'est un rapport de force. Et certes, il n'a pas les formes, il ne met pas forcément des grandes phrases pour ne pas froisser les autres pays, mais il dit les choses telles qu'elles sont. Et ce qu'il dit, c'est qu'il ne veut pas être le fameux Nicolas qui paie des nations du monde entier. Il ne veut pas payer pour les autres. Oui, mais ça fait 20 ans qu'il le dit. Oui, mais là, quelque part, effectivement, il va jusqu'à tordre les bras. Il le dit, voilà, maintenant, vous allez vous débrouiller, vous allez sortir les 5% de votre PIB pour la défense. Vous n'aurez pas le choix. Et au fond, il a le pouvoir de le faire et les autres n'ont pas d'autre choix que de s'y soumettre. D'autant plus que les ennemis, entre guillemets, de l'Occident, ou en tout cas des pays qui ne sont pas dans l'OTAN, que ce soit la Chine, que ce soit la Turquie, c'est compliqué, mais la Russie, l'Algérie et bien d'autres ont des budgets, des parts de budget consacrées à l'armée qui approchent les 10% souvent. Oui. Donc, si vous voulez, il y a aussi ce rapport de force. C'est pas seulement avec les États-Unis, c'est pas un concours de beauté avec les Américains, c'est aussi le reste du monde. Un rapport de force. Fabrice Balanche. Oui, enfin mettre 5% dans la défense. Alors, je crois que c'est 3,5% pour la défense, 1,5% pour les infrastructures, et c'est pas avant 2035. Donc, c'est une montée en puissance qui va être quand même assez lente. Seulement, ok, on met de l'argent dedans, mais encore faut-il avoir une appétence au combat, une agressivité, avoir envie de se battre. Comme je le disais tout à l'heure avec l'exemple de Djibouti, on a cette coalition française, allemande, danoise, mais en fait, on fait des ronds dans l'eau parce qu'on n'ose pas se servir de nos armes. Est-ce qu'on va avoir cette appétence au point, cette volonté politique d'aller au combat, d'anticiper? Là, on condamne les États-Unis, Israël, parce que, en gros, ils ont frappé, bravé le droit international en frappant l'Iran. Qu'est-ce qu'on voulait? Que ça devienne la Corée du Nord? Et donc, est-ce qu'on va être capable, les Européens,
d'anticiper les conflits, parce que l'attaque est quand même la meilleure des défenses. Alors, Alexandre, je vous ai pas entendu, on fait la pause et après on écoutera de... je veux bien réagir sur le journalisme. On fait la pause et on écoutera... Non, sinon moi je suis d'accord avec effectivement tout ce qui a été... Ça pouvait attendre la parole Donc je laisse mon temps de parole pour me réserver sur les journalistes, ça m'intéresse. À qui je passerai la parole. On fait une pause, on se retrouve et vous allez écouter comment Trump traite les journalistes. Si un président français faisait ça en France, il y aurait des manifestations et des grèves. Il y a des présidents, il y a des pays où il y a des chaînes de télé qui ferment, donc vous savez, c'est possible. C'est possible. Il y a des présidents qui n'aiment pas certaines questions en conférence de presse aussi. Voilà, aussi. C'est possible aussi. Tout de suite. 18h17 de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Donald Trump, je vous le disais, a fait son grand show tout à l'heure en conférence de presse. Il s'en est pris à la presse américaine. Certains journalistes de la presse américaine, notamment CNN, qui appelle fake news, le New York Times, qui en a pris pour son grade. On rappelle pourquoi, Gauthier ? Parce que hier, il était vers 21h heure française, le New York Times et CNN ont fait fuiter un rapport qui expliquait que les bombardiers... du Pentagone. Exactement, du Pentagone. Les bombardiers américains n'avaient pas détruit, loin s'en faut, le programme nucléaire iranien, mais ils l'avaient simplement fait reculer de quelques semaines. Donc ça mettait même à mal la communication israélienne qui disait on leur a fait perdre plusieurs années, là, parce qu'ils expliquaient que, évidemment, l'uranium enrichi a été déplacé par les Iraniens qui s'attendaient à se faire bombarder par les Américains, ce qu'a démenti absolument le président américain, et que donc c'était simplement les infrastructures qui avaient été ciblées, et que cet uranium iranien serait dans une base encore tenue secrète par les Mollahs, dont la localisation n'aurait pas été trouvée par le Mossad ou par la CIA et évidemment l'Amérique. C'est un bon teasing là. Maintenant, on écoute Donald Trump et la façon dont il s'en prend aux journalistes. Écoutez. Merci à nos pilotes surtout. Ils ont été très maltraités par CNN Fake News. Ils sont là, croyez-le ou non. Ils perdent leur temps, personne ne les regarde. Ils me font perdre mon temps. Ils nous font perdre du temps. Et le New York Times aussi a publié un article en disant « Bon, oui, peut-être ils ont été frappés, mais pas si fort. » Si, c'était très fort. On a réussi à arrêter la guerre. Quelqu'un a dit que les frappes étaient tellement dévastatrices que si on comparait Hiroshima et Nagasaki, eh bien là aussi, ça a arrêté la guerre. Nous, on a arrêté la guerre. C'était pas la même chose. On les a vraiment démolis. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a de faux rapports qui ont été publiés par le New York Times. Le New York Times s'effondre. C'est la catastrophe. Sans moi, le New York Times ne vendrait pas de journaux. Fake news CNN. Ce sont des gens complètement nuls. Moi, quand j'ai commencé, il y avait une crédibilité de 94% des médias. Ils sont passés à 14%. Je suis très fier, parce que j'ai pu révéler leur vrai visage. Ils ont commencé à remettre en question l'ampleur de l'attaque. Voilà, incroyable cette séquence de véhémence face aux journalistes américains. Alors vous disiez heureusement on n'en est pas là en France. Et moi je suis pas sûr parce que je vais vous dire j'aime bien la franchise de Donald Trump. Après tout les journalistes peuvent lui répondre. Il l'attaque suffisamment. En France personne ne se permettrait de dire ça. On dirait on dit liberté de la presse, mais après on vous envoie l'Arcom. On sait très bien que les hommes politiques s'attaquent jamais à la presse. Et après tout ils ont le droit d'être en désaccord, mais par contre ils passent des coups de fil. Où ils font passer des coups de fil à leurs conseillers. C'est quelque chose qu'on a tous connu dans notre carrière journalistique. Donc, Donald... non, mais oui, bien sûr. Donc, au moins, Donald Trump n'est pas hypocrite. Et donc, voilà, ça fait partie du jeu entre la politique et la presse. On peut y avoir des échanges, pas en disant c'est nul, vous êtes nul, vous servez à rien, vous faites perdre mon temps. Il le lui rend bien. Et Alexandre, excuse-moi, mais il y a un parti qui s'appelle la France Insoumise qui veut faire fermer cette chaîne et qui le dit haut et fort, mais et qui fait des pétitions et des signalements à l'Arcom et des commissions d'enquête bidon, etc. On est d'accord. On est d'accord. Ceci étant dit, la France Insoumise a le mérite de ne pas être hypocrite, de jouer à visage découvert. Et a priori, c'est pas la France Insoumise qui a fait fermer C8. Non, alors, vous avez raison. Alors, Geoffroy, je veux bien vous entendre. Sur les journalistes aussi, moi, ça m'amuse énormément. En fait, Trump, c'est la version exacerbée de tout ce qui existe en Occident, mais c'est la version un peu extrême, radicale. Mais la vérité,
c'est qu'en réalité, dans toutes les démocraties libérales et des démocraties occidentales, il y a un discrédit de la presse en réalité. Et c'est l'homme politique qui a le plus assumé de venir dire aux journalistes en face ce que les gens se sont mis à penser. Ce qu'il dit sur la confiance qui passe de 94 à 14%, j'avais pas ce chiffre aux États-Unis, mais en attendant, il a prospéré là-dessus. Il a gagné sa première élection là-dessus. Ensuite, il a perdu un bras de fer avec les médias quand il a perdu s'il n'a pas été réélu, et il a gagné à nouveau. Donc je comprends très bien, il est dans une ligne droite, et je pense qu'il a raison de le faire. Je pense d'ailleurs, Alexandre disait, les politiques n'osent pas vraiment affronter la presse, etc. Quand vous regardez l'histoire de la droite française depuis 50 ans... C'est vrai, c'est exactement l'inverse de ce qu'il fait là aujourd'hui. Ah, exactement, et en fait... Imaginez un homme de droite dire France Inter, c'est nul, Le Monde, vous me faites perdre votre temps, etc. Et si la droite française avait assumé ce conflit ouvert, qui est civilisé par ailleurs, ça reste quand même juste des mots, peut-être qu'elle n'aurait pas fait 4,5% à la dernière élection présidentielle. Alors, pas faux. Edouard Tétrault, qui vient de nous rejoindre. Bonsoir, Edouard. Je comprends qu'il soit fâché contre le New York Times, parce que le New York Times a largué 2 bombes qui sont presque au moins autant perforantes, voire plus que celles qu'ils ont envoyées sur les sites iraniens. La première, c'est effectivement pour dire que les bombes n'ont pas donné tant d'effets que cela. Et l'autre, c'est une enquête dévastatrice sur la façon dont il a fabriqué la décision de rejoindre l'offensive et de bombarder l'Iran. Et en fait, on se rend compte qu'on a un Donald Trump c'est le dernier qui parle, qui a raison. Et donc, il y a toute une stratégie qui se construit autour de lui pour savoir, tiens, qui a parlé, je dois parler maintenant, etc., etc. Et en fait, il le revendique lui-même. Non, mais on passe à un autre moment intéressant de la politique américaine. Il le revendique lui-même. C'est pas la réflexion qui le fait décider, ce sont ses guts, c'est-à-dire ses entrailles, ses tripes, ses viscères. Bienvenue dans une politique viscérale. Gauthier et ensuite Pierre Vermeuren. Évidemment, on n'a pas les informations pour trancher ce débat entre le rapport publié par CNN et le New York Times et le président américain. Moi, simplement ce que je note, c'est le désaccord à la Maison-Blanche. J.D. Vance a dit que le programme nucléaire était retardé, mais il n'a pas dit qu'il était anéanti comme ce que prétend Donald Trump. Donc on n'a absolument pas la certitude que les Iraniens ne sont pas capables d'avoir une bombe atomique dans les prochaines semaines. Et ce que ça évoque, c'est que c'est toujours une menace existentielle, potentielle pour Israël. Et donc évidemment, si l'intervention américaine n'a pas anéanti le programme nucléaire iranien, la question d'une nouvelle intervention israélienne va se poser très rapidement quand le Mossad, les services secrets très performants israéliens, auront les informations nécessaires à une nouvelle intervention. Alors, Pierre Vermeuren. Oui, alors sur le fond, vous avez raison. Moi, je reviens à la forme. Sur la forme sur la forme, oui, vous parlez des guts, on peut parler des guns aussi, parce qu'au fond, c'est des scènes de western. Ah oui, et ça nous renvoie les journalistes se font flinguer. Oui, mais ça renvoie au fait que, si vous voulez, il y a bien une civilisation française et il y a bien une civilisation américaine et que ce ne sont pas les mêmes. Et que là, on a des scènes tout à fait typiques de ce que c'est que l'Amérique. On la voyait dans les westerns, on la voit en live, c'est ça. Et dans ce cas-là, il y a des guns de deux côtés, parce que Donald Trump, lui, effectivement, est très très dur avec la presse, mais la presse est aussi très très dure avec Donald Trump. Souvenez-vous que pendant toute la campagne électorale, il n'a fait que cibler la presse, notamment la presse de gauche aux États-Unis, mais la presse de gauche aussi en a fait sa tête de turc, et sans doute, comme il le dit, et comme il le dit, que ça l'a aussi rendu d'autant plus populaire, parce que malgré tout, ça entre en résonance avec une partie de l'opinion américaine qui, elle aussi, considère qu'une partie de la presse et une partie des médias américains font de la propagande, qu'ils ont un parti pris sous couvert de neutralité. Et là, effectivement, on retrouve ça aussi dans certains médias en France. Et Donald Trump, il a dénoncé, il a mis le doigt sur ce système-là, qui lui a encore une fois bien rendu la charge, puisque Donald Trump a été vraiment une tête de turc, et il continue de l'être. Donc c'est un système qui s'entretient et qui, sans doute, comme il le dit, le rend de plus en plus populaire, parce que ça rentre en résonance. Dernier mot, Alexandre, et après on avance. Non, deux choses. Bon, il y a l'enquête de CNN, effectivement, on n'a pas les moyens de trancher, mais en tout cas, si c'est vrai, c'est une vraie information qui change la donne, et il est possible que ce soit en partie vrai, parce qu'on sait que Donald Trump, on voit bien dans ses propos qu'il est fanfaron, et quand il compare à Hiroshima, je pense que la comparaison, il n'y a pas besoin de l'enquête de CNN pour voir que c'est faux. Par contre, je suis un peu en désaccord avec ce qui a été avec Edouard sur le fait qu'il écoute systématiquement le dernier qui a parlé, parce que je suis absolument pas surpris de la manière dont a agi Donald Trump, parce qu'en fait, il ne cesse de répéter ce qu'il fait, c'est-à-dire il est plutôt isolationniste. Il dit, on le sait, il fait ce qu'il dit. On sait que jusqu'ici, dans son précédent mandat, il pratiquait les frappes ciblées, mais qu'il n'avait aucune intention d'aller au sol. Donc tout ça,
et pas tellement surprenant et assez cohérent. Alors l'autre grand succès qu'il a qualifié de phénoménal, parce qu'évidemment il est toujours dans les superlatifs, c'est le fait qu'il a obligé les alliés à payer plus pour leur défense à l'OTAN. On a notre envoyé spécial Dounia Tengour qui est sur place. Bonsoir Dounia, vous avez suivi tout ce sommet de l'OTAN qui était passionnant avec Laurent Sélarié. Combien exactement les Européens, les alliés, se sont engagés à payer, Dounia ? Alors, cher Laurence, j'ai écouté très attentivement vos débats et c'est vrai ici à La Haye, ce qu'on ressent à l'issue de ce sommet, c'est qu'il y a une véritable démonstration de force du président américain Donald Trump, autant sur la forme, vous l'avez dit, avec cette charge des médias, mais aussi sur le fond. Et pour vous répondre, alors chaque pays membre de l'OTAN va donc consacrer 5% de son PIB, à l'exception de ses réserves émises par l'Espagne. Alors plus concrètement, il y aura 3,5% qui seront consacrés aux besoins fondamentaux des armées et 1,5% à des dépenses annexes qui sont par exemple liées à la sécurité. Alors la France est-elle proche du compte ? C'est ça la question. Alors autant vous le dire, Laurence, pas vraiment, puisque même si le président de la République, Emmanuel Macron, plaide pour plus de défense et le réarmement de l'Europe pour contrer la Russie, eh bien la France aujourd'hui consacre 2% de son PIB à la défense. Et en même temps, que nous dit-on, Laurence ? On nous dit en tout cas que les finances publiques en France sont en état d'alerte. Le Premier ministre, vous vous en souvenez, nous parlait de ces 40 milliards d'économies, de ces 40 milliards, d'économies à faire pour les Français. Alors, où trouver cet argent, Laurence ? C'est toute la question. Faudra-t-il sacrifier d'autres domaines de la dépense publique ? Eh bien, c'est une piste, mais reste à savoir si les Français vont y consentir. Merci Dounia Tengour, Laurent Sélarié. On manque de chiffres, évidemment. Ça représente combien de milliards concrètement, Édouard Tétrault ? 8 milliards pour la France, c'est ça ? Beaucoup trop, en fait. Ça veut dire qu'en France, il fallait passer de 50 à 80 milliards, voire plus. Mais en fait, c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Quand même. C'est que mais c'est que 40, en fait, l'objectif, il faut reprendre la séquence d'avant. L'objectif de ce sommet de l'OTAN, c'est un moment de télévision. Donc il faut servir à Donald Trump un grand moment de télévision où il puisse dire « Regardez, j'ai forcé tout le monde à mettre 5% de PIB sur la table ». On sait tous que cela n'arrivera jamais. C'est vrai. Cela n'arrivera jamais. Il faudrait que François Bayrou trouve non pas 40 mais 80 milliards d'euros d'économie. Et tous les pays sont très très en retard. Donc mais en fait, c'est un moment de télévision. J'entends Édouard, c'est un moment de télévision. On a quand même quelques chiffres, et je le dis pour nos auditeurs. Les États-Unis contribuent, c'est massif. La contribution, c'est 80-90% quasiment du budget de l'OTAN. Quand on voit derrière arrive l'Allemagne en numéro 2, le Royaume-Uni en numéro 3 et en numéro 4 la France, ensuite la Pologne et l'Italie. On est très très loin du compte. Très loin du compte. C'était le niveau de dépenses militaires pendant la guerre d'Algérie sans déficit à l'époque. Il n'y avait pas de déficit public. Oui, là, on en a un c'était 5% du PIB. Donc on a su faire. On a su faire ou on a souffert ? Les deux. Choix. Les deux, mon général. Alexandre. Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Édouard. Il y a aussi une forme de communier. Alors, moi, je pense qu'il faut faire les 5%. Il faut le faire pour nous, pas parce que Donald Trump nous l'a demandé. Voilà. Mais ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que Donald Trump, il y a un effet de communication en direction de son propre électorat, puisque si Donald Trump croit en la parole des Européens, c'est quand même un très mauvais négociateur et quelqu'un de très naïf, ce que je ne crois pas. Donc ça peut avoir la vertu, en tout cas, de nous encourager à aller plus vite et je pense être du gagnant-gagnant à la fin. Aller plus fort. Gauthier Lebret. Nous ne sommes pas capables dans ce pays de faire un euro d'économie. On en a parlé au moment, on a eu 2 budgets. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont la chance d'avoir 2 budgets débattus à l'Assemblée nationale. Celui de Michel Barnier est censuré. Pour la même année. Pour la même année, évidemment. Celui de François Bayrou adopté. Et puis il a rendez-vous, évidemment, avec son 2e budget à la rentrée et le risque de censure. Il y a un point commun entre François Bayrou et Michel Barnier, hausse des impôts, aucune baisse de dépenses. Nous ne sommes pas fichus de faire des baisses de dépenses, alors que pourtant, il y aurait de sacrées économies à faire sur le fonctionnement de l'État, sur les prestations sociales. Mais non, on n'est pas capable de cela, donc on préfère augmenter les taxations, les prélèvements, toujours plus importants pour bien étrangler les Français et particulièrement ceux qui travaillent. Et donc c'est toujours pareil. Où est l'argent ? Ça va être l'argent magique. C'est-à-dire qu'on va encore creuser la dette. De toute façon, les présidents de la République s'enchaînent. Ils font souvent qu'une seule chose, creuser un peu plus la dette et puis après tout s'aggrave sur les volets sécuritaires et migratoires.